population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou, c'est l'heure de la dominicale de Vérité Franc-Parler. 2026, année électorale au Bénin. Des élections générales pour la toute première fois seront organisées dans notre pays et les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 11 janvier pour choisir leurs représentants au Parlement et les autorités au sein des conseils communaux. Et c'est en mai prochain que le successeur du président Patrice Talon sera désigné par les citoyens en âge de voter. Les différents candidats et les différentes listes sont déjà validées à la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est un véritable parcours de combattants pour les différentes formations politiques. À la touche, la société civile observe et lit le soulagement sur le regard de certains acteurs et le grincement de dents par contre sur d'autres. Sur Radio Cotonou ce dimanche, nous déposons valise sur la cour d'une organisation, pas des moindres, dans l'univers de la société civile au Bénin. Il s'agit du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC. Il est question pour nous de décrypter ce dimanche le processus électoral qui déjà a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En ouverture de cette émission, nous reviendrons naturellement sur la tentative de coup d'État déjoué. Notre invité fera sa lecture de ce coup de force qui suscite indignation. Et justement, nous recevons Dr Jean-Baptiste Elias. Il est le président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC. Bonjour à vous, cher président. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. D'accord. Et merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir d'être dans votre studio et de pouvoir donner quelques informations aux auditeurs et auditrices. Voilà. À la mise en onde de cette émission, Patrice Bédia à la prise de vue, Job Tipper et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Voilà. On est de retour, confortablement installé avec notre invité, Dr Jean-Baptiste Elias. Vous êtes le président des organisations nationales contre la corruption. On reviendra bien entendu en fin d'émission sur la corruption, d'autant plus que nous avons célébré tout récemment la journée nationale et la journée internationale de lutte contre la corruption. Alors, à nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau et bonjour à tout le monde. D'accord. Vous pétez la forme, comme on le dit. Il n'y a pas de problème. Et c'est un plaisir. Regard de la société civile sur la tentative de coup d'État déjoué et les leçons à tirer par la nation. Et bien entendu, je voudrais avoir votre avis. Merci beaucoup. D'abord, il faudrait remonter et dire que notre pays, le Dahomey devenu Bénin, Oui. a eu son indépendance le 1er août 1960. Et déjà, le 26 octobre 1963, il y a eu un putsch qui a été perpétré par le colonel Christophe Soglo et qui a renversé le président Hubert Maga. Ensuite, en novembre 1965, Christophe Soglo est revenu après une brève période de gouvernement civil. Il a dissous toutes les institutions et s'est emparé de pouvoir. En décembre 1967, il y a eu un putsch dirigé par les jeunes officiers et qui ont renversé Christophe Soglo. En décembre 1969, un putsch également est arrivé et a porté au pouvoir provisoirement un directoire militaire qui a été mis en place. D'accord. Parce que c'est Maurice Kondete justement qui, en décembre 1969, a fait le coup d'État, qu'on appelle le putsch habituellement. En mai 1970,
mise en place du conseil présidentiel. N'est-ce pas? L'organe a trois têtes. Le président Maga, le président Omadegbe, le président Akwiti. En octobre 1972, il y a eu également un putsch par le commandant Mathieu Kérékou. C'était le 26 octobre, comme tout le monde le sait, oui. Et on a mis en place toutes les structures. Puis, en 1974, il y a une tentative de Janvier à Sogba, toujours dans le cadre de la situation. Puis, ça a échoué. En janvier 1977, il y a eu l'agression armée impérialiste, l'opération Crevette, par Bob Denard, dans ce pays. Puis, la conférence nationale est arrivée en 1990. Tout à fait. Et j'ai eu la chance d'avoir été délégué à cette conférence nationale. J'ai participé de bout en bout. Oui. Et nous avons fait une série de plus jamais ça. D'accord. Parce que nous avons fait le diagnostic de ce qui s'est passé. Si vous regardez, 1963, il y a eu coup. 1965, il y a eu coup. 1967, il y a eu coup. 1969, il y a eu coup. 1970, il y a un coup. 1972, il y a un coup. 1977, il y a un coup. C'était beaucoup. Oui, c'était beaucoup. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on a posé le diagnostic et on a fait ce qu'il faudrait faire. Et depuis la conférence nationale, le président Nicéphore Soglo est arrivé. Il a fait 5 ans. Pas de tentative de coup d'État. Oui. Le président Mathieu Kérékou est arrivé, donc Mathieu Kérékou II est arrivé, il a fait 10 ans, pas de tentative de coup d'État. Le président Boni Yahi est arrivé, pendant les 10 ans, on nous a annoncé une tentative de coup d'État, puis le président Talon est arrivé, on nous a annoncé une tentative de coup d'État en 2024, et une autre tentative de coup d'État qui vient de se faire le 7 décembre 2025. Pourquoi j'ai rappelé tout ça là? D'accord, allez-y, dites-nous. Parce que vous avez demandé quelle est notre position, quelle est notre lecture de ce qui s'est passé. Le regard de la société civile. Voilà. Oui. Alors, tout cela s'est passé, le regard de la société civile, en tout cas du FONAC, parce que nous en avons discuté, oui. C'est qu'il faudrait toujours condamner les tentatives ou les putsch et maintenir l'ordre constitutionnel. Condamné pour la forme, c'est ça? Non, pas pour la forme. D'accord. Pas pour la forme. Pas pour la forme. Oui. Et de ce point de vue, oui. Ayant participé à la conférence nationale, nous nous sommes dit plus jamais ça. Tout à fait. Et nous sommes dans la logique de plus jamais ça. Parce qu'en regardant un peu ce qui se passe après le putsch, il y a la confiscation du pouvoir par les militaires, ils promettent monts et merveilles, nous n'allons pas garder le pouvoir, mais après ils reviennent avec le pouvoir, ils se font élire, etc. etc. Oui. On connaît la suite. Et le bout du tunnel est vraiment voilà, bizarre. Voilà pourquoi nous, oui. Au FONAC, et nous, en tant qu'anciens membres ayant participé à la conférence nationale du bout en bout, nous sommes résolument contre les coups d'État. Et voilà pourquoi. Et vous avez sorti un communiqué d'ailleurs. Justement, alors je vais donc, si vous voulez bien donner lecture de cette... Allez-y. Donc le 10 décembre 2025, le FONAC a fait un communiqué de presse ayant pour titre « Condamnation de la tentative du putsch et appel au maintien de l'ordre constitutionnel ». Le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC exprime sa préoccupation profonde face à la tentative du putsch survenu au Bénin le dimanche 7 décembre 2025 et condamne toute prise de position en dehors du cadre constitutionnel. Le FONAC appelle l'ensemble des parties prenantes au respect des institutions, au dialogue constructif et au maintien de l'ordre démocratique dans l'intérêt supérieur de la stabilité nationale. Le FONAC exhorte toutes les institutions et toutes les forces impliquées à préserver la paix, à garantir la sécurité des populations et à privilégier les mécanismes légaux de résolution des différends. Le FONAC réaffirme son engagement en faveur de la démocratie, de l'état de droit et de la gouvernance apaisée. Ce communiqué a été publié par la presse écrite, la presse audiovisuelle, et sur les réseaux sociaux, tout le monde a reçu donc copie de ça. Donc la société civile est totalement contre cette affaire. Il faut oublier ça. Nous, au FONAC, en tout cas, je ne sais pas, les autres composants de la société civile, nous, au FONAC, nous avons
fait l'analyse et il n'est pas question de d'aller sur ce terrain. Non, d'aller sur ce terrain-là. Nous voulons et nous tenons à ce que la démocratie soit instituée, soit respectée, soit sauvegardée. Et de ce point de vue, on ne peut pas, n'est-ce pas, cautionner un coup d'État ou un putsch militaire parce qu'on ne connaît pas la suite. Ce serait une aventure dont on ne connaît pas le lendemain. D'accord. Est-ce que déjà vous avez fait une lecture véritablement? Est-ce que vous avez déjà tiré des leçons de ce coup de force, ou bien vous attendez que l'État puisse faire toute la lumière et faire les enquêtes appropriées d'abord? Merci beaucoup. Oui. Je vais vous donner un exemple. En 2019, Oui. j'ai, en ma qualité d'ancien président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, instruit un dossier que j'ai envoyé à la justice. Puis, un de vos collègues m'a invité sur le plateau pour venir décortiquer ce dossier-là. C'est ça. Je l'ai fait de bonne foi, en donnant l'information sur tout ce qui s'est passé dans ce dossier. Mais au niveau des services compétents de la justice, on m'a rappelé à l'ordre. On m'a dit, Monsieur le Président, vous avez envoyé ce dossier devant la justice, devant les services compétents de la justice. Vous ne devez plus en parler. Ça veut dire quoi? Nous espérons, nous au FONAC, qu'en ce moment où nous faisons cette émission, les autorités compétentes judiciaires se sont saisies de ce dossier et sont en train de faire l'instruction nécessaire. Je ne commettrai pas l'erreur d'aller sur ce terrain pour parler du dossier pendant que cette affaire est devant la justice. Voilà pourquoi je vais me garder de dire quoi que ce soit. On s'en tient à notre communiqué de presse et nous attendons à ce que les autorités compétentes finissent leur enquête, donnent les informations nécessaires et sur la base de ça, maintenant, nous pourrons revenir pour donner notre contribution sur ce qui... Mais vous suivez cette actualité comme nous, comme tout citoyen béninois. On parle déjà d'interpellation, même d'un leader politique. On parle bien entendu de mandat d'arrêt international décerné contre d'autres personnes. Vous regardez tout ça de près. Raison de plus. Vous êtes rassuré? Non, raison de plus. Oui. Si, comme vous le dites, ce que vous venez de dire est vrai, c'est que la justice s'est saisie du dossier. Tout à fait. Et si la justice s'en est saisie, laissons la justice faire son travail. Et dès qu'elle aura fini de faire le travail, si vous souhaitez que nous venons donner notre point de vue après que la justice ait donné l'exemplarité ou le contenu de ce qu'elle a constaté dans ce dossier, nous viendrons le dire. Alors, pour on se réfère à l'indignation nationale autour de ce coup de force. Est-ce que pour vous, vous pensez que quelqu'un peut encore imaginer faire quelque chose du genre dans notre pays? Voilà pourquoi j'ai fait le point de la situation de ce que nous avons connu comme putsch depuis 1963 jusqu'à ce jour. C'est ça. Après la conférence nationale, aucun de nous n'avait pensé que ça pouvait encore arriver. Nous avons tellement fait le diagnostic et nous avons tellement fait des plus jamais ça que nous avions cru que le peuple et tous les dirigeants vont se donner la main pour que les plus jamais ça que nous avons évoqué ne puisse se tenir. Nous avons été surpris, en tout cas nous au FONAC, vraiment surpris de ce qui s'est passé et nous attendons que la justice fasse son travail et que on puisse avoir les résultats. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Elias. Vous êtes le président du FONAC et nous vous recevons bien entendu sur ce plateau pour décrypter toute l'actualité. Et l'autre actualité que vous connaissez très bien, c'est que aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, vous avez eu l'information comme nous, la Cour constitutionnelle a validé la révision de la Constitution. La loi fondamentale du Bénin a été à nouveau révisée et une modification intervenue à la veille des élections. Quelle est votre analyse au niveau du FONAC par rapport à cette révision de la Constitution? Nous avons appris le 12 décembre 2025 que la Cour constitutionnelle a validé la révision de la Constitution de 1990 qui a été opérée le 15 novembre 2025 au Parlement. Nous sommes des légalistes. Nous respectons la décision de la Cour constitutionnelle. Mais cela ne nous met pas de côté pour que nous puissions répondre à votre question puisque la décision est prise. Oui. Alors, nous avons compris que nous sommes dans un pays de démocratie. Dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple
par le peuple, pour le peuple. C'est bien ce que nous avons compris en matière de démocratie. Tout à fait. Et nous avons des représentants au Parlement. Très bien. Alors, le peuple étant souverain, on ne peut pas interroger les 13 millions ou les 14 millions de Béninois ensemble pour faire quelque chose. Le peuple a donc désigné des représentants. Et donc, ces représentants sont au Parlement. La question que nous nous sommes posée, nous, au FONAC, est de savoir si les représentants sont plus forts que les titulaires. Les titulaires étant le peuple. Oui. Et les députés sont les représentants. Alors, dans cette situation, nous avons la loi 2011-27 du 18 janvier 2012 qui dit exactement que si le peuple veut toucher et réviser la Constitution, il y a des normes à respecter. Il y a des durées à respecter. Il y a des points que on ne doit pas toucher. Le peuple, même souverain, ne doit pas toucher ces peuples. Ces points. D'accord. Voici la loi en question. Et si vous permettez, en regardant l'article 6 de cette loi, il est dit exactement ceci. Article 6. Ne peuvent faire l'objet de questions à soumettre au référendum les options fondamentales de la conférence nationale de février 1990, à savoir 1. La forme républicaine et la laïcité de l'État. 2. L'atteinte à l'intégrité du territoire national. 3. Le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. 4. La limite d'âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour tout candidat à l'élection présidentielle. Enfin, le type présidentiel du régime politique au Bénin. Voici la loi. D'accord. Et donc, nous avons lu qu'on ne peut pas toucher au mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. Oui. Voilà que nos députés l'ont touché et l'ont mis à 7 ans. Nous, on se posait la question de savoir... Est-ce que vous avez vu la loi? Laquelle? La nouvelle loi? Ah, c'était dit qu'ils ont passé à 7 ans ou bien 7 jours comme ça, mais c'est ce que je croyais. Hein? Non, c'est pourquoi je vous demande si vous avez vu la loi. Parce que bon, moi je n'ai pas encore... Non plus, moi je n'ai pas vu, mais on a entendu dire qu'ils ont touché et qu'ils ont mis la durée de 5 à 7 ans. Puisque ce que j'ai eu comme élément de la Cour constitutionnelle a validé. Si on a dit qu'on a validé, je n'ai pas cru comprendre que la Cour a dit vous ne devez pas faire les 7 ans, mais vous devez garder 5 ans. Je n'ai pas lu ça dans la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je parle de ça, vous avez posé la question. Je vous laisse évoluer en tout cas. Donc, on verra, on aura la loi finalement. Et voilà, dès que nous aurons la loi, on saura ce qui est vraiment retenu. Oui. Mais pour l'instant, selon ce que nous avons appris. La communication a été faite autour des... La communication a été faite. Oui. Et il y a eu donc une sortie, n'est-ce pas, des responsables dans les communes pour continuer à marteler que c'est de 5 à 7 ans désormais. Voilà ce que la loi a dit. Alors, pour nous, profanes, au niveau du FONAC, nous nous sommes dit, mais les autorités demandent à tous les citoyens de respecter la loi. Voilà une loi qui dit au peuple souverain, vous ne devez pas toucher. Mais on peut abroger, non? On peut abroger une loi et prendre une nouvelle loi. Pour l'instant, ce n'est pas abrogé encore à ma connaissance. Oui. À ma connaissance, cette loi n'est pas encore abrogée au moment où... Oui, mais la nouvelle constitution peut rendre caduque cette loi que vous avez en main. Oui, mais il fallait d'abord qu'une loi abroge celle-ci. Pour permettre à ce que l'on prenne ce qu'ils ont pris comme décision. D'accord. Donc, une fois que ce n'est pas ça, pour nous n'avons pas une autre loi sous la main qui est en vigueur, qui dit le contraire. D'accord. Alors, sur cette base, nous disons, mais... Vous êtes perdu. Oui, on ne se retrouve pas. Mais, je répète à nouveau, nous sommes des légalistes. La Cour constitutionnelle a validé. Nous respectons la décision de la Cour constitutionnelle, mais nous nous interrogeons sur le fait de demander aux autres de respecter la loi et que soi-même ne le respecte pas. C'est un problème pour nous. D'accord.
Alors, vous savez, au cœur même de ce dispositif de modification de la loi fondamentale et autres, on a entendu autre chose, une nouvelle institution qu'on a appelée donc le Sénat. Et donc, je ne sais pas. Quel regard vous avez? Parce que je cherche à savoir pour vous sa pertinence, sa composition et son impact possible sur la vie en communauté. Le Sénat. Merci beaucoup. Oui. À la conférence nationale de... Mais ça viole encore... Non, attendez. Vous avez posé la question, vous aurez la réponse. À la conférence nationale de 1990, j'y étais. Il avait été suggéré qu'on crée une structure, deux d'ailleurs. Une structure d'abord concernant une réunion des sages qui pourront donner des informations, on peut l'appeler comme on veut. Et puis une autre structure qui doit être le médiateur de la République. Puis, au niveau de la popularisation de ces deux éléments, entre autres, pour la Constitution de 1990, on a fait le tour du pays et les populations de ce moment-là, de 1990, ont estimé qu'il faut mettre de côté et le Conseil des sages, Conseil de ce que vous voulez, qui doit pouvoir s'assembler un peu au Sénat que nous sommes en train de dire, et au médiateur de la République. Puis, entre-temps, les choses ont évolué et on a créé, par loi, le médiateur de la République qui est sur le terrain actuellement, qui travaille. Mais le Sénat a une définition. Le Sénat est créé par ceux qui l'ont mis en place et lui ont donné un contenu. Quand vous prenez le dictionnaire et que vous regardez la définition et le contenu du Sénat, sauf erreur de ma part, ce que nous a dit en début novembre ceux qui ont porté cette révision, à savoir les deux présidents du groupe parlementaire à l'Assemblée qui ont porté, UPR et BR. Très bien, on dit que c'est le Sénat qu'ils veulent qu'on puisse insérer dans le document. Mais le contenu qu'ils avaient donné ou qu'ils ont donné, on n'a pas le contenu définitif, moi je ne l'ai pas encore sous la main, mais à entendre ce qu'ils ont fait en communication, le mot Sénat ne répond pas à ce que on veut mettre en place. C'est exactement comme si je dis, bon, moi je suis là, j'ai un corps, la tête est là, la tête a une définition. La tête a les yeux, la tête a le nez, la tête a la bouche, la tête a les oreilles. Mais je prends un autre membre du corps et je vais l'appeler tête. Ça pose problème. Ça va poser problème. Parce qu'on ne retrouvera pas à ce membre-là les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Oui. Mais nous voulons l'appeler tête. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la pertinence dont vous parlez. Nous, au FONAC, on a fait le tour. On a regardé 188 pays du monde pour chercher à savoir combien ont de Sénat ou pas. 188 pays. Sur les 188 pays, il y a 107 qui n'ont pas de Sénat. Bon, le Bénin est libre. Donc, on se retrouve dans la minorité. Le Bénin est libre de créer une structure. Je répète, le Bénin est libre de créer une structure. D'accord. De lui donner le contenu et de l'appliquer. Nous sommes dans la gouvernance et la lutte contre la corruption. D'accord. Pour l'instant, Transparency International évalue chaque année 180 pays pour faire le classement. Okay. Au niveau de l'Afrique, le premier pays le moins corrompu connu, ce sont les Seychelles. Les Seychelles n'ont pas de Sénat. Un autre pays qui, dans le classement, arrive à avoir la moyenne de 50 sur 100, nous parlons de l'île Maurice. L'île Maurice n'a pas de Sénat. Revenons à notre sous-région, en Afrique de l'Ouest. Le premier pays en Afrique de l'Ouest le moins corrompu, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert n'a pas de Sénat. Et pourtant, ça marche. Le Bénin, avec sa souveraineté, est libre de créer une structure qu'il veut. D'accord. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Maroc. Au Maroc, ils ont créé une structure qui s'apparente un peu à
au Sénat plutôt, Oui. mais ils lui ont donné un nom. Le nom s'appelle la Chambre des conseillers. En Algérie, ils ont créé une structure qui s'apparente au Sénat. On lui a donné un nom. Ils appellent ça le Conseil de la Nation. Au Botswana, Oui. ils ont créé une structure qui s'apparente au Sénat. Un pays moins corrompu aussi. Un pays moins corrompu aussi, qui a d'ailleurs la moyenne. Merci beaucoup. Ils ont créé une structure qu'ils appellent la Chambre des chefs. D'accord. Au Sénégal, il y avait le Sénat, ils l'ont annulé. En Centrafrique, dans leur constitution de 2015, Oui. ils avaient mis le Sénat qui n'a jamais été installé. Et en 2023, ils l'ont supprimé. D'accord. Autrement dit, bon, le pays Bénin est libre de choisir les structures à mettre en place, de lui donner un contenu. Mais si le contenu que nous avons cru entendre lors de la communication qui a été faite sur ce dossier-là, humblement, nous estimons que ce n'était pas le nom qu'il fallait donner. D'accord. On peut lui donner un autre nom, comme les autres pays ont fait, D'accord. pour dire, nous avons une structure, voici le contenu, Un conseil des sages ou tout ce qu'on veut. tout ce qu'on veut, mais on ne lui dira pas Sénat parce que... Un conseil des anciens présidents ou c'est pas quoi, Voilà. Parce mais que pas le Sénat. Ceux qui ont créé Sénat savent bien la définition qu'ils ont donnée au Sénat, Oui. le contenu qu'ils ont donné au Sénat. Il semble que ce n'est pas la même chose que nous avons donné. D'accord. Et je répète, le Bénin est libre de créer les structures qu'il estime nécessaires, mais il faudra lui donner le nom qu'il faut pour éviter toute confusion. Voilà ce que je D'accord. peux vous dire sur Ok. le Sénat qui a été créé. D'accord, d'accord. Donc on verra bien avec la suite de cette procédure, la publication du contenu de la loi. Voilà. Par ailleurs, vous avez certainement appris ça aussi, zéro critique entre deux élections. Vous avez entendu ça? Quel Oui. sera le sort de la société civile? Non, les initiateurs de cette loi ont dit non, ce n'est pas ça, hein, c'est que si vous critiquez, il faut faire une proposition. C'est ce que j'ai entendu. D'accord. Maintenant, est-ce que le test qui va sortir après dira ça, ou le test qui va sortir dira seulement il ne faut pas critiquer pendant les 6 ans avant? Mais nous, de la société civile... Ça va nous être quand même bizarre, non? D'avoir une loi pareille, non? Absolument. Nous, de la société civile, Oui. nous ne sommes pas politiques. Et nous sommes là pour aider, justement. C'est ça là que les gens doivent comprendre. Nous sommes aidés pour aider. Nous sommes là pour aider, pour proposer, pour éclairer à ce que les responsables puissent prendre les bonnes décisions. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il a la science infuse et qu'il connaît tout dans la vie. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, quand en 1990, on a pensé qu'on pouvait faire le conseil des sages. Quand on a popularisé, ce sont les populations qui ont dit non, il ne faut pas le faire. Et on a reculé. Un autre exemple. Toujours au moment où nous faisions les propositions, la popularisation de ce que nous voulons mettre dans la Constitution de 1990, on avait mis là-dedans que les militaires et les hommes de rang, les policiers, tout ça là, qui veulent être élus, une fois qu'ils sont élus, ils vont démissionner. Mais c'est dans la population qu'on a dit non. Il faut qu'ils démissionnent d'abord. Merci. Même on sait des militaires, même ils ont dit non. Il vaut mieux qu'ils démissionnent d'abord, avant d'être candidat. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui peuvent arriver de très bonne foi. On a de très belles idées, mais on peut se tromper et on peut recevoir de la masse de la société civile des conseils qui permettront de dire ah, c'est vrai, on peut faire autrement. C'est de ça qu'il s'agit. Plutôt que de dire nous connaissons tout, vous ne devez plus rien dire jusqu'à ce qu'on ait fini de tout faire, nous pouvons hélas nous tromper et ce serait pas bien. D'accord, merci beaucoup à vous. Revenons à présent aux élections générales de 2026. Je le disais tantôt, les candidats sont connus, les partis en lice également sont connus, validés par la commission qui est chargée bien entendu d'organiser les élections dans notre pays, le Bénin. Est-ce que tout ça rassure la société civile? Dans ce même studio, en mars 2024, quand la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral a été promulguée, nous avons, après les partis politiques de la mouvance, après les partis politiques de l'opposition, nous avons, nous, au niveau de la société civile, donné notre point de vue sur la situation. Les partis politiques,
les éléments de la société civile, les têtes couronnées et autres, ont fait des propositions pour amender ce qui a été pris en compte. La majorité qui se trouve à l'Assemblée n'a pas bougé et les lois sont restées telles qu'elles sont. Nous, au niveau de la société civile, nous sommes respectueux des lois. Les lois sont là, il faut les appliquer. D'accord. De ce point de vue, les candidatures ont été présentées pour les élections municipales et communales, pour les législatives et pour la présidentielle. Nous respectons ce qui a été fait, puisque tous ces éléments ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Nous sommes respectueux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que c'est ce que vous souhaitez compléter. Oui, tout à fait, tout à fait. Première chose. Parce qu'il y a des traits fâchés. Non, il y a des traits fâchés. Non, oui. Justement. Première chose. Tous ceux qui sont sur les listes électorales, nous, au FONAC, nous conseillons humblement que tout le monde aille voter le 11 janvier 2026. Pas de boycott. Non, pas de boycott. Faut sortir. Que tout le monde qui se trouve sur la liste électorale aille voter le 11 janvier 2026. Pas de boycott. Le boycott n'a jamais prospéré en Afrique. Jamais, jamais, jamais. Parce que, premièrement, le Bénin n'a pris aucune loi rendant obligatoire les élections. Si vous n'allez pas, c'est tant pis pour vous. Si il y a 1% d'électeurs qui va aux urnes, les résultats seront validés. Vous allez crier pendant une semaine, il y a 99% qui n'ont pas voté, ça ne veut rien dire. Donc, il faut y aller. Parce qu'il n'y a pas un seuil ici pour valider. Non, il n'y a pas de seuil. Le scrutin, oui. S'il y a 1% d'électeurs qui va aux urnes le 11 janvier 2026, le scrutin sera validé et tous ceux qui vont rester dans leur maison pour dire nous boycottons, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer par la suite. Donc, il ne faut pas boycotter les élections. Comme vous l'avez si bien dit, les gens sont fâchés, les gens sont mécontents. Si on prend par exemple la présidentielle, on a deux candidats là. J'arrive. On a deux duos. J'arrive, je vais vous expliquer. Si mon élément n'est pas là. J'arrive, je vais vous expliquer. Ok, on y va. Très bien. Le 11 janvier 2026, les électeurs ont 3 possibilités. La première possibilité, l'électeur A arrive dans le poste de vote. Il dit, moi je suis venu seulement pour voter pour les municipales et les communales. Point final. Il prendra le bulletin pour les communales, il va exprimer son vote. Oui. Il peut sortir et partir pour dire je ne veux pas voter pour les législatives. C'est son droit. Parce que ça se passe le même jour. Ça se passe le même jour, les deux. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Donc, il dit, moi je veux seulement faire les élections municipales et communales. Point. Quelqu'un d'autre peut venir. Attendez. Deuxième possibilité. Oui. L'électeur B peut arriver et dire, moi je suis venu seulement pour les législatives. Donnez-moi le bulletin pour exprimer mon vote pour les législatives. Je finis, je sors, je m'en vais. Je ne suis pas intéressé par les municipales et communales. C'est son droit. D'accord. Troisième possibilité maintenant. L'électeur C arrive. Lui dit, moi je veux voter pour les deux. Je veux voter pour les municipales et les communales, puis je veux voter pour les législatives. Donc, il faut bien expliquer ça au peuple pour que le peuple comprenne et ne pas dire, ah non, je suis fâché, ah non, je ne suis pas content et donc je n'irai pas. Non, vous pouvez aller choisir le scrutin que vous voulez en disant, je veux seulement les municipales ou bien je veux seulement les législatives ou bien je veux les deux. Vous pouvez le faire. D'accord. Et de ce point de vue, c'est tellement important de le dire pour que les gens comprennent que c'est possible, c'est un enjeu capital. Vous ne pourrez pas être sur la liste et dire parce que je n'ai pas vu A, je n'ai pas vu B, je n'ai pas vu C, je n'irai pas voter. Parce que si vous n'allez pas voter, ceux qui iront voter vont décider en vos lieux et places. Par contre, si vous allez voter, n'ayez pas peur des résultats parce que
nous allons donner des conseils tout à l'heure pour que les choses se passent bien et que la vérité des urnes soit réellement ce qu'on va proclamer après les élections du 11 janvier 2026 et après les élections du 12 avril 2026. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, que faut-il faire? 1. Oui. Il faudrait que, en respectant l'article 1er du Code électoral, qui parle de sincérité du vote, qui parle de fiabilité du vote, qui parle de transparence du vote, il faudrait que les organes chargés de mettre en place les élections puissent en tenir compte pour faire les choses normalement. 1. Nous aurons, sauf erreur de ma part, 17 084 postes de vote pour les élections de 2026. 17 084 postes de vote. Il peut y en avoir plus, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce que j'ai comme information, c'est 17 084 postes de vote. Et il faut que la Sénat puisse permettre à l'identification des 17 084 postes de vote. C'est un élément de transparence et de fiabilité. Quand moi je suis à Cotonou, dans un poste de vote, il faut que je sache le numéro de ce poste de vote, l'identification de ce poste de vote. Celui qui est à Malanville doit savoir le numéro de son poste de vote, l'identification de son poste de vote. Premier élément. Deuxième élément, pour la transparence toujours, au niveau de la Sénat, il y a un logiciel qui permet de saisir les résultats poste de vote par poste de vote. Ils ont même plusieurs logiciels pour comparer. Nous souhaitons et nous suggérons humblement qu'après avoir mis les résultats poste de vote par poste de vote dans leur logiciel, qu'ils puissent le mettre sur un site pour que le commun des mortels, tous ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, puissent le faire. Il n'y a pas de secret. Que chacun fasse son calcul. Voilà. Il n'y a pas de secret en matière d'élection, puisque la loi et le code électoral disposent expressément qu'au niveau de chaque poste de vote, quand on a fini de faire les élections, on fait le dépouillement au vu et au su de tout le monde, puis on affiche les résultats au vu et au su de tout le monde. Si on peut afficher les résultats au niveau de chaque poste de vote et que moi je peux voir les résultats au niveau de mon poste de vote, il faut que les yeux des 13 autres Béninois, des 13 millions de Béninois, puissent voir les résultats au niveau de tous les 17 084 postes de vote. Ça, c'est très important. Mieux, au niveau de la CEDEAO, en décembre 2022, je répète, décembre 2022, il a été dit très clairement à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. J'étais dans la salle. Le rapporteur de la Sénat de l'époque était dans la salle. Il a été dit très clairement, pour la transparence des élections, il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qu'ils disent là-bas. Nous, au Bénin, c'est poste de vote par poste de vote. Ensuite... Mais la loi ne fait pas obligation. La loi n'a jamais interdit, justement. Au contraire, la loi a parlé de la transparence. Et pour la transparence, il faudrait justement qu'on puisse publier les résultats poste de vote par poste de vote. La loi ne l'a jamais interdit. Ensuite, l'article 90, 91, 92, 93 du Code électoral sont des articles importants. Aujourd'hui, nous savons le nombre de personnes ou de duos ou de listes pour les législatives, pour les communales et pour la présidentielle. Pour les communales, il y a 3. La Sénat doit prendre les dispositions pour mettre autant d'imprimés de PV à la disposition de chaque poste de vote pour que les représentants de partis politiques présents dans les postes de vote puissent avoir copie du procès verbal du déroulement du scrutin dans le poste de vote et la feuille de dépouillement aussi. C'est la loi qui le dit. La loi l'a dit de le donner. Puis, la Cour constitutionnelle, dans une décision, a dit de donner. De ce point de vue, il faut que les dispositions soient prises pour qu'on puisse donner les copies des PV
et de feuilles de dépouillement aux partis politiques qui sont représentés dans les postes de vote. Vous recherchez toujours la transparence. Toujours. Oui. Ensuite, Oui. dans les PV au niveau de chaque poste de vote, il est dit très clairement que les observations, les irrégularités, les fraudes et autres constatées dans le poste de vote doivent être mentionnées dans le procès verbal. Il faut que les membres des postes de vote puissent prendre la peine de mentionner les irrégularités constatées dans leur poste de vote pour que, au niveau de la Sénat, on puisse prendre ça en compte. Je donne l'exemple. En 2023, Oui. tous ceux qui ont saisi la Cour, soit avec des documents faits par huissier, soit en faisant flasher, en prenant la photocopie des résultats, ont été déboutés parce que la Cour constitutionnelle dit nous on veut le PV et dans le PV nous devons lire que les griefs que vous portez à notre niveau doivent être déjà inscrits dans le PV. Donc la version papier. La version papier, on ne veut pas photocopie, on ne veut pas photo, on ne veut pas transcription de dossier. Donc, il faudrait le faire. Et le code dit Oui. que l'agent de la Sénat, l'agent qui est dans le poste de vote, qui aurait fait démarrer les élections sans s'assurer que toutes les pièces, tous les documents électoraux sont en nombre suffisant au niveau de son poste de vote, sera sanctionné. C'est prévu. Donc, il faudrait le répéter D'accord. pour que tous ceux qui nous écoutent en ce moment sachent que le jour où ils seront dans les postes de vote, il faudrait vérifier si tout est bon, les bulletins, les PV, les feuilles de dépouillement, si tout est en nombre suffisant avant de démarrer. Et D'accord. la loi aussi dit Oui. qu'il ne faut pas démarrer sans raison valable les élections avec du retard. Là aussi, il faudrait qu'ils prennent les dispositions pour le faire. D'accord. Ensuite, Oui. quand on aura fait ça, il faudrait que, toujours dans le cadre de la transparence, le transport des urnes du poste de vote à l'arrondissement soit sécurisé. Parce qu'au moment de ce transport de l'urne, parce que quand on a fini de faire le dépouillement, quand on a fait les PV de dépouillement, les feuilles de dépouillement et tout, et qu'on veut transporter l'urne au niveau de l'arrondissement, Enfin, vas-y. il se peut qu'il y ait beaucoup de problèmes. On peut passer Oui. d'un endroit à un autre, Oui. l'urne peut être changée, Mhm. et là, il faut faire attention pour que ça ne soit pas ça. D'accord. Un autre élément, Oui. c'est le transport des cantines à la Sénat. Des arrondissements vers la Sénat. De l'arrondissement à Sénat, là aussi, il faudrait faire en sorte que le transport des cantines soit sécurisé. Que les cantines ne soient pas changées en cours de route, que les cantines ne soient pas détruites en cours de route, Oui. ou qu'on ne puisse pas faire les choses autrement. Dernier élément sur ça, Oui. il faut veiller à Et ce après, que... on va recevoir les auditeurs. Déjà, Oui. il faut veiller à ce que l'on ne puisse pas changer les procès verbaux en cours de route. Procès verbaux, Oui. Tout ça aussi est tout possible. ça aussi est possible. Oh ben comment? J'ai eu la chance d'avoir été le président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. J'ai parcouru les 54 États. J'ai vu ce qui s'est passé ailleurs. Ailleurs, mais c'est vite fait. Hein. On dit, vous avez vu, non, oui, et puis après, on change le PV, et puis on envoie là-bas. Mais ceux qui étaient restés sur le terrain ne savent pas que ça a changé. De bonne foi, le Conseil constitutionnel de ces pays-là, Oui. Valide. ils ont reçu Oui. les PV tronqués sans savoir que c'était tronqué. Et eux, c'est ce qu'on leur a donné. C'est sur ça qu'ils vont C'est travailler. ça, sur ça qu'ils vont travailler. Donc faites attention Oui. pour qu'on ne puisse pas tronquer et traficoter les PV en cours de route. Avant- Voilà les éléments Avant- importants que je voudrais. Avant de donner la parole aux auditeurs, Oui, vous êtes du FONAC. oui, Vous êtes contre la corruption. oui. Le processus que vous avez présenté jusqu'à présent, là, Oui. où vous avez dit que les institutions validées et tout, on est obligé de respecter, Oui. vous n'avez vu aucune poche de corruption? Malheureusement, je dis encore une fois, Oui. la Cour constitutionnelle a décidé qu'il y ait erreur, qu'il n'y ait pas erreur. Oui. Nous sommes légalistes. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est ça le problème. Nous ne pouvons rien faire puisque
la loi dit, la Cour constitutionnelle a décidé, tout le monde respecte ce que la Cour constitutionnelle a décidé. Qu'il y ait erreur, qu'il y ait vice, qu'un parrain tourne dos à son parti ou décide de ne plus parrainer. Nous ne pouvons pas, nous autres, dire que c'est mauvais. La Cour a décidé, nous respectons ce que la Cour a dit, mais nous continuons toujours de sensibiliser pour que les choses se passent correctement et normalement. Voilà pourquoi, sur votre plateau, afin d'éviter que tout ce qui peut être considéré comme fraude électorale, comme corruption électorale puisse se faire, nous avons dit seulement quelques éléments pour permettre à ce que chacun fasse attention pour éviter, sinon pour contenir, sinon pour arrêter, n'est-ce pas, la fraude au niveau électoral, pour permettre à ce que les choses se passent correctement et qu'il y ait la paix dans le pays. D'accord, merci beaucoup à vous. On va donner la parole aux auditeurs. Patrice Béga qui assure bien entendu la mise en onde et également au standard. Dès que quelqu'un va appeler, on va pouvoir donc recevoir l'intervenant. Quelqu'un là, bonjour. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Je vous salue, notre Alain Koka Naoum. Paul Chaudaton. Merci que Dieu te protège et protège monsieur Elias que j'aime bien entendre. D'accord. Et comme je le dis souvent, ses enfants peuvent être fiers de lui. D'accord, nous vous écoutons sur la question. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Elias. Oui. La révision de la Constitution, est-ce que ça m'empêche d'aller à mon lieu de travail ou bien j'ai un souci avec la République? Ma première question. L'autre sujet, la gouvernance de son excellent Patrice Talon aujourd'hui, est-ce que nous avons un souci avec ceux qui avaient l'habitude de détourner le pays, sont restés impunis? Ceux qui se disent exilés, ils n'ont rien à se reprocher. Est-ce que tout le monde est arrêté dans le pays? Donc moi, c'est des questions que je me pose. Parce que vous, Jean-Baptiste Elias, je vois que vous n'êtes pas inquiété dans le pays. Est-ce que c'est la bonne gouvernance ou bien c'est une mauvaise gouvernance? S'agissant de ceux de l'AES là, les propagandes de leur, de leurs vidéos qu'on fait ici et autres là, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne gouvernance là-bas ou bien ce qui est fait chez nous ici est meilleur par rapport à ce que nous voyons dans l'AES? Merci à vous. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Quelqu'un d'autre, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rosso. Voilà, Sébastien Rosso, qui salue l'infatigable président Jean-Baptiste Elias qui est sur votre plateau. Je vous réponds. Ma première préoccupation pour lui, est-ce que la relève est assurée dans votre ONG? Et ensuite, que faites-vous pour que tout ce que vous dites soit transcrit dans nos langues? Pourquoi? Et je vais dire pour la transparence, pour la paix, qu'est-ce qui empêche certains dirigeants ou certains pays africains à refuser que les résultats soient affichés dans les bureaux de vote, pas bureau de vote quoi? Qu'est-ce qui les empêche? Parce que quand on les affiche, tout le monde sera quitte et chacun se surveille et le jeu est joué, il n'y aura plus de problème. Et qu'est-ce qui les empêche à faire ça? Toi, dans notre pays aujourd'hui, nous apprenons que pour les bureaux de vote, il y aura 5 PV. Et quand on va finir de donner à la Sénat, Cour constitutionnelle et autres, ça restera un PV. Et voilà, nous avons 5 partis en liste. Le seul PV restant sera donné à qui? Qu'est-ce qui peut se passer en ce moment? Et dernière chose, quelles leçons qu'on peut tirer pour un député qui sort, qui part avec son parrainage et empêche une élection inclusive et bizarrement le lendemain se retrouve dans un autre groupe qui n'a jamais soutenu, qu'il combattait et se retrouve sur cette liste? Quelles leçons qu'on peut tirer là? Sébastien Yonrosso, bon dimanche à vous. Merci. On prend un autre bonjour. Bonjour monsieur Naoum. Oui, bonjour monsieur Basile Adiakidje. Merci. Je remercie votre invité. D'accord. C'est monsieur Elias, c'est un homme vraiment respecté dans ce pays. Merci. Il aime son pays, il travaille correctement. Je ne connais pas son dossier, sinon j'allais le remercier. Ah d'accord. Vous allez lui offrir quoi? Une bouteille de vin, c'est ça? Pourquoi pas? Nous vous écoutons. De 1963, qu'il a quitté, pour l'état de 1963, c'est un pas
et que Christophe Sogoudi a décidé comment cette théorie d'être en tant que ministre de l'information d'alors, c'est lui qui a créé tout ça là. En 1974, il a dit que c'est Janvier Soba, c'est pas Janvier Soba qui a dit, il n'est pas décidé en 1914. C'était en 1975. Moi j'ai bien suivi, je suis là. C'était en 1975 et c'est pas lui seul, lui avec Aïté Michel. C'est ça qui a fait que Aïté, ils ont tué Papa a fait. C'est comme ça. Donc ce qu'il a en train de dire là, c'est très bon, c'est juste. Mais il y a beaucoup de choses, si on me demande si je suis à la plateau, je vais beaucoup expliquer beaucoup de choses. Ça s'est passé devant nous tous. D'accord. Mais oui. Maintenant, bon, comme la démocratie, c'est pas mal, c'est bon pour nous. Moi, je vous ai dit toujours que je suis le renouveau. Donc, je suis toujours derrière le président Talon. Personne ne va me dire le contraire. Tout ce qu'il a fait dans ce pays, c'est bon. Il a avancé notre pays. C'est très bien. Je le remercie beaucoup. Je remercie son gouvernement. D'accord. Merci. Donc, à bientôt. D'accord, merci beaucoup à vous. C'est un complément. Il n'y a pas de question. Pour ça, bonjour. Quelqu'un là? Oui, allô, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Akoulopano. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Akoulopano. Et je te remercie beaucoup. Et on a besoin de ces genres de débats pour mieux comprendre les choses. D'accord. Je salue ton invité, monsieur Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Et je ne savais pas qu'entre-temps, vous aviez déjà empoché le titre docteur parce que c'est Honoré Naoum que vous présentez au début de l'émission. Il a juste placé le mot docteur devant votre nom. Oui. Et je me suis dit, ah, tiens, là, c'est bon encore. Et nous connaissons votre combat. Et tout ce que vous avez Monsieur Elias n'a pas cessé d'apprendre, hein. Continue d'apprendre. Oui, alors est-ce que vous me recevez? Je vous reçois. Voilà. Maintenant, et quelque part, M. Jean-Baptiste Elias, il dit, nous sommes légalistes. C'est pourquoi nous allons nous conformer à la décision. C'est parce qu'ils sont légalistes qu'il y a des choses qu'ils laissent et nous disent sur notre plateau ce dimanche matin, ou bien bon, il y a quelque chose qui se cache derrière. Nous sommes légalistes et nous acceptons ce que la Cour dit. Maintenant, depuis 10h30, depuis que M. Elias a commencé par faire ce débat-là, j'ai bien aimé s'acclater sa manière de faire la genèse des choses. Mais j'ai constaté que depuis 10h30, jusqu'à l'heure où moi j'interviens sur l'émission, oui. Il n'a pas encore fait une proposition digne du nom. Monsieur Naoumta, c'est mon point de vue. Proposition par rapport à quoi? Proposition par rapport à quoi? Quand il a lu, il dit et c'est que la Constitution, les mécanismes par lesquels il faut passer pour réviser la Constitution, et que ce que la Constitution elle-même aussi révise, elle-même aussi refuse de ne pas réviser et concernant Qu'est-ce que vous voulez entendre et que Jean-Baptiste Elias n'a pas encore dit? 5 ans, une seule fois renouvelable. Donc, nous disons, mais ça pour les bleus, nous mettons les toits, ou bien la Constitution, quand c'est 5 ans là, ça va rester comme ça pendant 100 ans, et on ne peut plus chercher à des moments. C'est-à-dire, c'est le chemin que nous avions fait qui nous pousse maintenant à chercher à instaurer d'autres institutions au sein de la Constitution qui est le Sénat. D'accord. Donc, le fait de parler comme ça aux citoyens, c'est tout comme si on est en train de mettre un doute dans le cœur des bénévoles que nous sommes. Ça va finir pour ce dimanche matin. Merci beaucoup et bonne journée, Dominique. D'accord. Il va vous répondre, ça c'est sûr. Il veut de vous une proposition claire par rapport à la durée de mandat et tout. Voilà. Bonjour. Monsieur le journaliste, apparemment votre WhatsApp ne fonctionne pas parce que je vous ai laissé des messages même. Oui, on a quelques soucis ici. Pour ça, on ne pourra pas utiliser WhatsApp aujourd'hui. Donc, d'accord, nous vous écoutons rapidement. Ok, j'aimerais saluer votre invité pour le temps qu'il est en train de perdre pour la nation à être auprès de vous pour donner plus d'explications. C'est à saluer. Et les coups d'État, on ne veut pas de coups d'État. On ne veut pas de coups d'État. Les coups d'État passés, les coups d'État passés, c'est passé. Quand ça commence, on sait quand ça commence. Mais on ne sait pas quand ça va finir. Donc, il peut y avoir une loi
peut même interdire ça, vraiment ça sera magnifique. D'accord. Parce que c'est les pauvres citoyens qui ont des problèmes après. C'est les pauvres citoyens qui mettent les bagages. Une autre question, vous n'allez pas faire l'émission. Une autre question, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Oui. mais moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu sur les réseaux sociaux. Les militaires ont eu le temps de faire un discours. Je pense que nous devons aussi tirer un peu de leçons dans ça. Merci et bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Hugues Akovi. Quelqu'un d'autre est là? D'accord. On va prendre le tout dernier, on reviendra au plateau. Oui. Alors, monsieur Naoum. Oui, il y a Midi Koumayon. Non, si je ne venais pas, ça va me donner des soucis. Ah, d'accord. Parce que Jean-Baptiste Elias, nous luttons maintenant, c'est depuis des années qu'on est ensemble. Tout à fait. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'il est là. C'est Dieu qui l'a créé, qui l'a mis à sa place. Je vais à mes préoccupations. On y va. Et quand on dit plus jamais ça, c'est vrai. Quand il y a eu un coup d'État, où se trouve le service de renseignement? Ça veut dire que le renseignement ne fonctionne pas au niveau du gouvernement. C'est pourquoi il y a eu ce coup-là. Plus jamais ça. Et s'il y a de mécontentement, il existe, il aura, je dis, s'il y a, et si le mécontentement existe. Donc vous voulez justifier, c'est ça? Dans le pays. Vous voulez justifier un coup d'État, c'est ça? Non, ce n'est pas pour justifier. C'est pour dire... J'ai du mal à vous suivre. Ce n'est pas pour justifier. D'accord. C'est pour dire que ceux qui ont fait ce coup d'État, Oui. c'est quelque chose qui les a poussés à faire ça. Il faut les appeler, les regrouper, les arrêter et leur demander pourquoi vous avez fait ça. D'accord. La justice va faire son travail sur ce coup-là. Et Voilà. bon, on aura la suite. On va espérer une communication officielle sur tout ça. D'accord. Ok. Oui. Oui. Le Sénat est créé. Comment éviter le regroupement de la vieillesse et freiner pour ne pas freiner le système? Est-ce que vous m'avez compris? On va vous répondre. C'est les vieux qui vont se regrouper, les anciens présidents, les anciens ceci, cela, qui vont se regrouper là-bas. Ils ont été jeunes, non? Ils ont été jeunes avant d'être vieux. Ils ont été jeunes avant de devenir vieux, non? Oui, c'est pour ne pas freiner l'élan et le travail. Et c'est pourquoi ils ont créé ça. C'est pour ne pas freiner ça. D'accord. J'ai compris. Ça fait un. Nous avons parlé de la corruption. La corruption existe depuis des années. Et c'est gangréné dans notre pays. C'est gangréné, c'est pourquoi on a créé des institutions pour pouvoir aller vite et même saisir la justice et arrêter les individus qui ont créé ce système. Il y en a tellement. Des individus qui ont détourné l'argent de l'État, qui ont pris des marchés et qui n'ont pas fini ces marchés et qui sont tapis dans nos rangs aujourd'hui. D'accord. L'invité va... Pour les arrêter. D'accord. Merci beaucoup à vous. Liamélie Koumayon. On revient au plateau. Vous avez la parole. Monsieur Jean-Baptiste Elias, vous avez noté les questions avec nous. Vous pouvez répondre. Allez-y. Oui. Donc, il y a Paul Chaudaton qui parle de la révision de la Constitution. Pour lui, il n'y a pas de souci. Il parle de gouvernance de talent qui est en question. Est-ce que ça empêche vraiment le développement et tout ça? Et il a parlé de l'AES. Il parle des communications qui sont faites et que nous suivons sur les réseaux sociaux. Son impact sur le Bénin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à lui répondre.
D'abord, je remercie tous ceux qui sont intervenus dans l'émission. Oui. Parce que c'est la preuve qu'ils sont intéressés par ce qui se passe et ce qu'il faudrait dire. Le premier intervenant que vous venez de citer a dit, est-ce que, on a fait la révision de la Constitution, est-ce que ça l'empêche d'aller au travail? Non. Ça n'empêche pas d'aller au travail, ça n'empêche personne d'aller au travail. La révision a été faite. Je répète à nouveau, nous sommes des légalistes. Oui. La Cour constitutionnelle a validé. Nous respectons. Mais chacun peut opiner à son niveau. Doit pouvoir opiner à son niveau et dire ce qu'il pense, quitte à ce que, au prochain changement éventuellement, les autorités qui ont donc la décision puissent essayer de voir dans quelle mesure elles peuvent changer les choses et peuvent rectifier les choses. Parce qu'on a créé Sénat aujourd'hui, demain on peut l'enlever. Bien sûr. On peut le sauter. Je rappelle que dans la révision de la Constitution de 2019, on avait limité le mandat des députés à 2. Effectivement. C'est-à-dire, on a dit, vous êtes député, vous pouvez renouveler 2 fois, pas plus. Pas plus. Maintenant, dans la révision qui vient de se faire en novembre 2025, c'est roue libre. On a enlevé. Oui, donc, c'est des choses ouvert. Voilà. On peut revenir donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et voilà pourquoi chacun doit pouvoir donner son opinion sur ce qui est fait pour que, à la prochaine occasion, les décideurs puissent en tenir compte pour modifier et changer les choses. Parlant des agents de l'AES, j'avoue que je n'ai pas d'informations. D'accord. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas de quoi il veut parler. Vous n'avez pas suivi les mêmes vidéos que lui, donc malheureusement pas. Malheureusement, donc je ne connais pas. D'accord. Alors, le second intervenant a demandé s'il y a la relève. Oui. Il a raison. Sébastien Yohosu. Il a raison. Je lui réponds oui, la relève est assurée. Tout ce que je dis, je fais cette confidence à tous. Des hommes fougueux comme vous. Attendez, j'arrive. Tout ce que je dis, oui. Je veux faire une confidence. Ça se prépare au niveau du conseil d'administration du FONAC. Je ne viens pas dire n'importe quoi. C'est pas Elias seul qui vient parler. Je porte la voix de tout ce monde du conseil d'administration. La seule chose, et là je vous réponds maintenant, la seule chose que ceux qui sont prêts pour la relève ne cessent de dire, est-ce que nous autres, nous aurons le courage d'Elias Jean-Baptiste? C'est la seule chose qui leur manque pour l'instant. Et je leur dis, une fois que le travail est fait, que vous avez conçu tout ce qu'il y a à faire, que toutes les preuves sont à votre disposition, allez-y. Dans ce studio-là, maintenant, tout ce que j'ai dit, j'ai les preuves ici. Ou bien ils sont avec vous, mais peut-être mangent en cachette. Non, pour l'instant, je leur fais confiance, c'est pas qu'ils mangent en cachette, mais c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas le courage de faire. Nous faisons le tout ensemble. Moi, je viens parler, je viens donc porter ce que nous avons dit ensemble, mais eux, ils disent, on n'a pas le courage de le faire. Alors, c'est ce courage-là qui leur manque. Et j'espère que petit à petit, finiront par avoir ce courage-là pour le faire. Maintenant, on a parlé de la transparence. Oui, la transparence. Et surtout, il a parlé de faire en sorte que dans nos langues nationales, tout ce que nous disons puisse se faire. Absolument. Je le fais sur des médias qui font la langue nationale et qui m'invitent. Je l'ai fait sur... je ne vais pas citer les médias, mais il y a des médias qui le font en langue nationale. Si vous, ici aussi, vous le faites en langue nationale, je parle au moins 3 langues nationales, je viendrai parler de ces 3 langues-là. Dites-nous les langues déjà. Je parle en fond, je parle en mina, je parle la langue de Porte-Nouveau. Ah d'accord, la langue goût. Voilà. Donc, vous recevez une invitation dans les jours à venir. Donc, je viendrai parler à vos auditeurs dans ces langues-là pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. D'accord. Alors, qu'est-ce qui empêche les pays où on a fait le tour pour qu'on puisse publier les résultats afin que... Je vais vous faire une confidence. Pendant que j'étais au Conseil de l'Union africaine, il y a 3 structures. Le Conseil des représentants, c'est-à-dire tous les ambassadeurs accrédités à l'Union africaine. Le Conseil exécutif, c'est-à-dire tous les ministres des Affaires étrangères. Et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. J'ai assisté à 8 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour l'Union africaine. Mais au niveau du COREP, c'est-à-dire le Conseil des représentants, les ambassadeurs, la question m'a été posée un jour pour dire, Monsieur Elias, j'ai dit oui,
qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les problèmes au niveau des élections? Je leur ai dit, vous voulez savoir? Ils ont dit oui. Très bien. 1. Vous devez pouvoir faire la transparence. Ils disent, ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire qu'il faut publier les résultats, bureau de vote par bureau de vote. Ah bon? Je dis oui. Quand ils sont là et qu'ils voient, ça calme tout le monde. Deuxième proposition, je leur ai dit, aussi bien au niveau de la mouvance qu'au niveau de l'opposition dans vos pays respectifs, au niveau des bureaux de vote, parce que là-bas ils appellent bureau de vote, c'est nous qui appelons ça poste de vote ici, prenez un responsable de l'opposition dans le poste ou le bureau de vote. Prenez un responsable de la mouvance dans le bureau de vote. Une fois qu'il est là, qu'il a vu, qu'il a assisté à tout, ça amoindrit les conflits post-électoraux. Ensuite, prenons l'exemple de maintenant là, puisque nous sommes là. Le 11 janvier, dans le poste de vote, il y aura 5 membres, puisque c'est élection couplée. Oui. Il y aura 5 membres. Nous avons par hasard 5 partis. Mais ça coûterait quoi pour la paix, pour la transparence, pour l'équité, pour la fiabilité, que la Sénat dise chacun des partis, donnez-moi un élément. Oui. Ça fait les 5. Et on va payer la personne. On va les payer, on va les mettre dans les postes de vote. Ils vont assister à tout. Je vous garantis que si la Sénat le fait, il n'y aura rien comme problème post-électoral. Il n'y aura aucun conflit. Je l'ai fait ailleurs. Les gens l'ont expérimenté et ça s'est très bien passé. Là où il y a la violence, où on tuait les gens après les élections, quand ils ont expérimenté ça, il y a eu la paix, il n'y a pas de problème. Si on le fait ici, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ne pas faire des faux PV, ne pas tronquer les résultats, tout ça là participe à la paix et à la transparence. Et de ce point de vue, s'ils sont là, oui, qu'ils ont vu, qu'ils ont fait les PV comme tout le monde, les feuilles de dépouillement comme tout le monde, qu'ils ont suivi le transport des urnes jusqu'à l'arrondissement pour la compilation, oui, qu'ils ont suivi le transport des cantines jusqu'à la Sénat, je vous garantis qu'il y aura la paix, il n'y aura pas de problème. Voilà la réponse que je peux donner à ce monsieur. Il a parlé... Donc, il a parlé des PV. Oui. Alors, le code électoral, au moment où il parlait de 5 feuillets, ne pouvait pas faire autrement, puisque on ne sait pas d'avance qui seront les candidats qui seront en liste pour les candidats et les partis politiques. D'accord. Face à la situation actuelle, le PV à 5 feuillets, on a dit. C'est très simple. Nous proposons, nous l'avons déjà dit d'ailleurs à la Sénat, pour les élections législatives, on prend 2 blocs de 5 feuillets. On fait la même chose sur les 2 blocs. On donne la première copie à la Cour constitutionnelle, la deuxième à la Sénat, la troisième, etc., jusqu'au bout. Et les 5 autres, on donne un exemplaire à chacun des 5 pays, des 5 partis, c'est terminé. Il n'y a pas de problème. Un peu d'investissement et ça assure la paix. Absolument. La stabilité. Absolument. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne les municipales, il y a 3 partis. Donc, ils prennent également 2 blocs. Le premier bloc, une copie à la Cour suprême, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Une copie à la Sénat, une copie, etc., jusqu'au bout. Puis, le second bloc, qui comporte 5, on donne un élément à chacun des 3 partis et c'est terminé. Donc tout le monde a ça. Les 2 qui restent, ils peuvent donner ça aux journalistes qui sont venus pour... Ou ils peuvent même les garder. Et pour ce qui concerne la présidentielle, oui, il n'y a que 2. Il y a 2, c'est plus facile. C'est encore plus facile. On prend 2 blocs. Un bloc pour faire les 5, à savoir la Cour constitutionnelle, la Sénat, le reste, etc. Oui. Et le second bloc, on donne une copie au premier duo, oui, et une copie au second duo, c'est terminé. Tout le monde sera à l'aise, il n'y aura pas de problème. Voilà ce que je peux dire sur ça rapidement. Il a parlé des comportements des parrains. Voilà. Alors, c'est un sujet important, je ne sais pas si on a le temps de le dire. Rapidement, vous pouvez essayer. Je vais essayer rapidement. Bon, je le dis souvent, le problème de parrainage n'est pas l'apanage du Bénin.
Le parrainage a été institué à des endroits donnés. Malheureusement, on n'a pas le temps de donner tous ces détails-là. Effectivement. Si on avait le temps, je donnerais tous ces détails-là. Ce qu'il y a à faire, c'est que quand on est face au problème de parrainage, il y a le parrainage au niveau des élus et il y a le parrainage citoyen. Tous les pays qui ont expérimenté le parrainage, tous ces pays ont toujours donné une marge importante à ce que le nombre de parrains dépasse largement le nombre de partis politiques sur place. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Toujours. Toujours. Si vous voulez des détails, je donnerai. Mais on n'a pas le temps. Le Bénin est le seul pays au monde, je répète, le seul pays au monde, jusqu'à il y a 2 mois, le seul pays au monde où le parrainage est de 15%. Aucun autre pays au monde n'a atteint ce chiffre de 15%. Si vous voulez, on va revenir, je vous donnerai des détails pays par pays. Je vais vous donner au moins pour 20 pays. D'accord. Seul au niveau de la Guinée, il y a 2 mois, on a dit le parrainage est 30% pour le candidat indépendant. Les candidats qui sont issus de partis n'ont pas droit au parrainage. Ils présentent librement leur candidature. C'est seulement celui qui est indépendant, candidat libre, candidat indépendant pour dire je veux être candidat à l'élection présidentielle. Ah, si c'est ça là, toi tu dois donner 30% de parrain pour être candidat, c'est tout. D'accord. Je vais gérer maintenant le temps avec vous. Il vaut mieux. Pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a Taoufik Aklokbanon donc qui parlait des décisions qui semblent un peu être embrouillées par rapport à votre intervention, par rapport aux changements intervenus au niveau de la Constitution, 7 ans et autres. Il dit, bon, est-ce qu'on doit garder ça comme ça pour toujours ? 5 ans, donc c'est 5 ans qu'il faut forcément garder ou pas? Les pays ont mis en place plusieurs structures. Il y a des pays où c'est 4 ans. Oui. Comment à côté de nous, au Nigeria, c'est 4 ans. Au Ghana, c'est 4 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Oui. D'accord? Très bien. Au Bénin, jusqu'à là, c'était 5 ans. C'était 5 ans. Tout comme d'autres pays. Oui. Ailleurs, la France, c'était 7 ans. Ils sont revenus à 5 ans. Oui. Donc, on peut faire ça. Chaque pays peut effectivement, compte tenu de sa sensibilité et de ce qu'il estime comme bien pour lui, peut faire les choses. Ce que je dis, c'est que la loi qui n'a pas été abrogée dit que pour le peuple souverain, si vous voulez changer la constitution, vous ne devez pas toucher 5 ans pour amener à 7 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. J'ai dit, voici la loi. La loi est là. Nous voulons respecter la loi. Le peuple souverain, il lui est interdit de changer. Et les représentants du peuple ne peuvent pas le changer. Voilà ce que j'ai dit. D'accord. Il y a, bien entendu, à présent, Hugues Akovi qui dit, est-ce qu'on peut prendre une loi pour interdire les coups d'État? Il y en a déjà. D'accord. Au niveau de la CEDEAO, il y a des conventions et des protocoles qui interdisent les coups d'État. Au niveau mondial. D'ailleurs, pour ça, juste après un coup d'État, on passe à une loi d'amnistie. C'est ça, voilà le problème. Donc, il y a des... Et même au niveau des constitutions de certains pays, je ne vais pas citer les pays, on a mis là-dedans que le coup d'État est interdit, que c'est un crime. Et quand ils le font, ils reprennent tout de suite la constitution pour dire nous admissions tous ceux qui sont passés par là pour faire coup d'État. Tous ceux qui sont impliqués. Voilà. Et malheureusement, il y a un pays, je ne vais pas le citer non plus, qui a fait coup d'État, qui a fait prendre une autre constitution, mais qui a toujours inséré dans la constitution que le coup d'État est interdit. Autrement dit, ceux-là qui sont au pouvoir actuellement et qui ont eu cette constitution où c'est toujours marqué là-dedans que le coup d'État est interdit, s'ils descendent demain, on les prend. Et voilà pourquoi ils ne veulent plus sortir, ils sont accrochés au pouvoir. Je ne vais pas citer le pays. D'accord. Si c'est nécessaire, on le dira. Ok. Liamidi Koumayon, il dit plus jamais ça. Où se trouve le service de renseignement? Ah, là... Question difficile pour vous. Je n'ai pas de réponse parce que, bon, les autorités ont entendu. Oui. Les autorités et surtout la justice qui est en train de faire l'enquête sur ce putsch du 7 décembre 2025 trouvera peut-être la formule et trouvera la réponse pour que les choses puissent se faire correctement, normalement.
Le Sénat, regroupement de vieillesse. Vous partagez ça? Si les décideurs ont estimé que c'est de ça qu'il s'agit pour que ça aille mieux, pourquoi pas? La seule chose que moi je disais, c'était qu'il faudrait donner le nom qu'il faut à un contenu qu'il faut et ne pas donner un autre nom à un autre contenu. L'État est libre de choisir ses structures. Mais chaque nom a une signification, chaque nom a un contenu. Est-ce qu'il faut l'appeler Sénat à partir des définitions du contenu que nous avons donné? Nous, au FONAC, nous doutons. Il faudrait donner un nom. Non. C'est tout. J'ai donné des exemples. Ben oui. Le Maroc a donné un autre nom. L'Algérie a donné un autre nom. Le Botswana a donné un autre nom. Tout en se disant... si c'est Sénat qu'on veut... Oui, si c'est Sénat qu'on veut, il vaut mieux se conformer à la définition du Sénat et au contenu du Sénat. Merci voilà le beaucoup. problème. Vous avez maintenant, à partir de cet instant, 5 minutes pour parler, cette fois-ci, de la journée nationale et de la journée internationale de la lutte contre la corruption. C'est passé déjà. C'était le 8 et le 9, si j'ai bonne mémoire. 8 pour la journée nationale et 9 pour la journée internationale. Alors aujourd'hui, je voudrais savoir concrètement, est-ce que vos attentes sont de plus en plus comblées sur ce terrain-là au Bénin? Malheureusement, pas encore. Ah bon? S'il y a une note à donner... Je vous ai donné 5 minutes, je ne dirai plus rien. S'il y a une note à donner, on parlera de le Bénin peut mieux faire. Ah bon? Le thème retenu cette année est centré sur la jeunesse. Et donc, il faudrait faire en sorte que la jeunesse puisse participer activement à la lutte contre la corruption au niveau de tous les États membres, n'est-ce pas, des Nations Unies, parce que le 31 octobre 2003, la Convention des Nations Unies contre la corruption a été votée. Le Bénin a ratifié et déposé les instruments de ratification. Donc, c'est sur le thème qui concerne la jeunesse. Mais avant ça, c'est important de pouvoir dire que c'est fini à ce niveau-là. Le FONAC a quelques messages pour permettre à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions au Bénin. Voilà ces messages-là qui sont importants. Nous disons, ne distribue pas les bulletins et autres documents de propagande des partis politiques le jour du scrutin. Ensuite, nous disons, n'échange pas ton droit de vote pour de l'argent. Nous disons... C'est la corruption. Oui. Non à la corruption. Nous disons au FONAC, les cadeaux et les présents sont interdits 12 mois avant le jour du scrutin. Voilà des messages qu'il faudrait respecter. Autre message. 12 mois, vous avez dit. 12 mois, oui. Donc, si quelqu'un si je suis candidat, je vais faire don là. C'est fini maintenant. Vous ne pouvez plus le faire. Si vous le faites, maintenant, on vous prend. La loi vous pénalise pour ça. Alors, tu ne dois voter qu'une seule fois. Non au vote multiple. Nous avons donné ces messages-là. Non au vote des étrangers. Vous savez, parfois, les gens qui sont, n'est-ce pas, au niveau de nos frontières, les politiciens prennent des cars pour aller les prendre pour dire de venir voter ce jour-là. Ça crée des problèmes. Ça ne favorise pas la transparence. Et ça peut empêcher la paix. Donc, il ne faut pas le faire. Nous disons non au vote des étrangers. Nous disons non au bourrage des urnes. C'est la garantie de la paix. Non au bourrage des urnes. C'est la garantie de la paix. Nous avons dit pour la paix, pas de provocation, pas de violence. Nous devons faire les choses normalement et en toute sincérité. Nous disons, les responsables à divers niveaux ne falsifient pas les documents électoraux. Nous en avons parlé au cours de l'émission. Ensuite, nous disons, les PV de centralisation et de compilation doivent être remis aux partis politiques. C'est la loi. L'article 93 du Code électoral, la décision 23003 du 21 janvier 2023 de la Cour constitutionnelle. Et enfin, nous disons, les PV des résultats et la feuille de dépouillement doivent être remis aux partis politiques présents. C'est la loi. Article 92 du Code électoral, DCC 23003 du 21 janvier 2023 de la Cour constitutionnelle. Je tenais à donner ces messages-là pour que tous ceux qui nous écoutent en ce moment comprennent que la fraude électorale constitue des éléments importants et que c'est puni par la loi et que nous, de la société civile, nous donnons les éléments nécessaires pour permettre à ce que tout se passe dans de bonnes conditions
qui est la paix, Oui. pour qu'au soir des élections du 11 janvier 2026 Oui. et au soir des élections du 12 avril 2026, tout se passe dans la paix, dans la transparence, pour que nous ayons la loi, que nous ayons la joie, Oui. que nous ayons la transparence, que nous ayons la paix pour que le Bénin aille de l'avant. Voilà ce que je voulais dire. Votre mot de fin. Les élections doivent être des périodes de joie. Nous devons faire en sorte que nous allons respecter le code électoral. Nous souhaitons et nous demandons à tous ceux qui sont sur les listes électorales d'aller voter le 11 janvier 2026 et le 12 avril 2026. Pas de boycott. Ne faites pas abstention. Le boycott, l'abstention ne donne aucun bon résultat en Afrique. Le Bénin n'a signé aucune loi qui oblige les gens à aller voter. Si vous n'allez pas voter, s'il y a 1% de votants, les résultats seront comptabilisés et on ira de l'avant. Voilà ce que je voudrais dire, qui est la paix. Que tout le monde aille voter, que tout le monde aille suivre le dépouillement, que tout le monde puisse noter les résultats, que la Sénat fasse le nécessaire pour que tout le monde puisse avoir les feuilles de dépouillement, que la Cour constitutionnelle soit au rendez-vous pour permettre à ce qu'on lui donne réellement ce qui est sorti des urnes et qu'il y ait la paix dans le pays. Voilà mon dernier mot pour cette émission. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Elias, docteur Jean-Baptiste Elias, président du Fonds des organisations nationales contre la corruption FONAC. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous également pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde, Patrice Bédia. À la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je vous souhaite donc une bonne suite des programmes sur Radio Cotonou. Et oui, bon dimanche. Et que Dieu vous garde, surtout. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.